1, 2. Ça y est, je reprends la main. Voilà. David est arrivé, David Senati quand même, parce qu'on ne peut pas commencer sans David. Ce serait dommage. Il est là, ça y est, voilà. Monsieur SASN, quand même. On peut l'applaudir, vraiment. Parce que sans lui, tu as fait un beau boulot, David. Merci. Alors, c'est une question que tout le monde se pose, c'est une question qu'on m'a posée. Mais où est donc cette liste des lauréats ? Ben oui, parce qu'en fait, on les a pas annoncés tous. Vous pouvez vous rendre sur le site du numérique en santé, isanté.gouv.fr, isanté.gouv.fr, et vous allez dans l'espace presse. On a publié le dossier de presse, et vous verrez dans le dossier de presse, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Vous aurez la liste de tous les lauréats. J'espère que vous vous êtes bien impliqués dans les différents ateliers et que vous avez été créatifs, que vous avez également déambulé avec les 7 startups qui étaient là, qui vous ont présenté aussi leurs projets. Maintenant, on va vous présenter 4 projets un peu emblématiques qu'on a retenus de cette première promotion des lauréats de la stratégie de la santé numérique. Donc, juste pour mémoire, la liste des dispositifs concernés était appel à manifestation d'intérêt, santé numérique, appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, appel à projet concours Innov Santé Numérique, appel à projet IDEMO Santé Numérique, appel à projet évaluation du bénéfice médical et ou économique des dispositifs médicaux numériques ou base d'intelligence artificielle. Et en fait, le dernier dispositif, c'était l'appel à projet des tiers-lieux d'expérimentation. Donc ces 4 projets, je vais les appeler, ils vont venir sur scène. Il y a un projet, je sais ils viennent à 2. Donc, Monsieur le professeur Maurice Ayot, merci de nous rejoindre sur scène. Corneliou Marchilou aussi également. On se met tous sur scène, comme ça va éviter de vous faire monter les uns à la suite des autres. Alexandre, t'es où Alexandre Falzon, voilà également. Et enfin le docteur Maximilien Hautemann et le professeur Jean-Christophe Bernard pour les pitchs en fait, pour la séquence des pitchs. Mettez-vous là, installez-vous, vous êtes comme à la maison. Et on commence pratiquement dans le bon ordre. Alors, Maurice Ayot, vous êtes PUPH, comme on dit, professeur des universités, praticien hospitalier à Montpellier, avec le projet L'école de santé numérique de l'Université de Montpellier, ESN by UM, donc vous allez nous dire un peu ce que c'est. Vous avez été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. On sait trop bien que la formation, vraiment, ça compte. Aujourd'hui, c'est bien de faire des solutions, c'est bien d'apporter plein de solutions pour les patients, les professionnels de santé, mais la formation, c'est important. Donc, j'ai 3 questions, mais je vous les pose en une seule fois, puis vous avez 3 minutes pour répondre. Donc, les partenaires et la dynamique territoriale de votre projet, c'était qui ? L'originalité de votre approche interdisciplinaire et surtout, en quoi France 2030 a été un accélérateur de votre projet ? Merci David pour ces questions. Effectivement, la formation est au cœur du sujet. Alors, l'école de santé numérique, c'est ce que propose l'Université de Montpellier. Et l'Université de Montpellier propose cette école avec ses partenaires. Donc, c'est effectivement dans le volet formation du dispositif compétences et métiers d'avenir. Et nous le faisons parce que, pour les besoins en formation que vous avez évoqués, c'est un projet qui est fortement soutenu par la région Occitanie qui réunit un certain nombre d'acteurs pour un site d'excellence en santé numérique. Et c'est pour ça que nous avons réuni un certain nombre d'acteurs également autour de l'Université de Montpellier avec des établissements de santé, des organismes de formation, le GCS e-santé Occitanie et puis des entreprises. Et donc tous ces acteurs vont se réunir pour faire de l'innovation, de l'excellence. Alors en quoi ce projet sera de l'innovation et de l'excellence ? C'est effectivement, vous l'avez dit, de l'interdisciplinarité. Interdisciplinarité pour former les étudiants. Alors certes, en formation initiale et continue pour les professions de santé, mais aussi nous allons former les spécialistes du numérique, les spécialistes en sciences de gestion, les juristes et les affaires réglementaires et les spécialistes en affaires réglementaires dans le domaine du dispositif médical numérique. Alors tout cela, on va le faire
en posant et en proposant finalement une démarche ou un concept qui est la pédagogie de précision. Cette pédagogie de précision, c'est former de façon personnalisée aux besoins de l'apprenant, au plus proche de son parcours, de son lieu sur le territoire, et pour faciliter, prédire une pratique réussie dans sa pratique professionnelle, et puis aussi basée sur l'épreuve, parce que nous ferons de la recherche pédagogique dans le domaine. Alors, la stratégie d'accélération de santé numérique, qu'est-ce qu'elle a permis de faire ? Eh bien, de permettre à l'université de passer, je dirais, d'une université pionnière dans le domaine, et il y en a d'autres dans la salle, à finalement changer de dimension, puisque nous allons passer d'exemples de formation à une formation large et dans tous les domaines, donc interdisciplinaire. Voilà ce que je pouvais... Bravo. C'est vrai ? On peut l'applaudir. Ah oui. Ouais. Merci. C'était hyper synthétique. On avait un peu répété, mais là, performant. Ah oui, on a répété. La pression de la scène. On a répété depuis des années sur ce domaine, parce qu'en fait, on forme nos étudiants. Alors, un peu aussi en communication, vous avez raison. On va passer au deuxième projet avec le fondateur d'Arcane. Et il est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt santé numérique. Corneliu, à vous. Alors, permettez-moi de vous poser 2 questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Arcane et nous expliquer comment le projet Oncolab, financé par rapport à la stratégie numérique, vous a permis d'accélérer votre projet, et aussi et surtout comment ça va permettre d'améliorer l'accès aux données de santé et de faciliter, alors là on se tient bien, la recherche multicentrique en oncologie. C'est lui qui m'a envoyé les questions, parce qu'il voulait répondre. Le multicentrique en oncologie, là, il faut que vous m'expliquiez. Comme ça, j'ai mis une partie de la réponse à l'intérieur déjà. Mais merci beaucoup David. Et cette question, elle est pas innocente, c'est parce que c'est la première qui se pose, celle de l'accès aux données quand on va faire de la recherche sur des données hospitalières. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux collectent des quantités qui sont assez colossales de données, mais malheureusement, ces données ne sont pas exploitables ou alors très difficilement exploitables à d'autres fins que le soin et le dossier patient. Concrètement, si vous voulez faire de la recherche sur des données médicales aujourd'hui, la première étape, c'est d'ouvrir tous les dossiers patients à la main, un par un, de recopier les données dans un Excel, dans un ICRF, et à partir de là, de faire de la recherche. Et vous vous rendez compte de la difficulté que ça représente quand ce que vous voulez faire derrière, c'est entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Et nous, notre travail chez Arcane, c'est justement d'accompagner les établissements dans la gestion et la valorisation de leurs données. Et on est engagé à leur côté sur la souveraineté qu'ils ont sur leurs données, sur l'interopérabilité. Et concrètement, ça passe par des architectures de données, donc des entrepôts de données de santé, puisqu'il y a eu un gros appel à projet là-dessus cette année qui va vraiment dans le bon sens pour la structuration de l'écosystème. Et le projet Oncolab, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet d'oncologie qui vise à pouvoir mettre les données de centres de pointe à disposition de la recherche et de l'innovation. Et l'idée, c'est que grâce aux outils d'architecture data de Arcane, grâce aux compétences en NLP de l'INRIA, on puisse croiser les données des patients et patientes du CHU de Toulouse, de l'Institut Curie, de l'Institut Bergonié, de l'Institut Claudius Rigaud, et qu'on puisse les mettre à disposition de projets de pointe en recherche, comme Hawkin, qui puisse entraîner ces algorithmes d'IA fédérés. Et tout ça, ça passe par un socle technique commun, et ce que permet l'AMI santé numérique et la stratégie d'accélération, c'est de mettre ces premières briques, ce premier embryon de réseau et ces premiers cas d'usage qui seront portés par Hawkin et qui ont vocation à s'étendre. Et si on devait résumer, Oncolab, c'est quoi ? Oncolab, c'est un projet ouvert d'innovation en oncologie, permis par les données réalisées par les hôpitaux et dont l'objectif final, c'est d'améliorer la prise en charge des patients et des patientes. Bravo. Moins de 3 minutes, non, vous êtes hyper performants là, tout ça. Alexandre, c'est à nous ? Oui. Alors, Alexandre Falzon, vous êtes CEO et cofondateur de Novéal. Vous représentez le projet Hôtel Dieu, je crois. En plus, c'est un projet assez conséquent. C'est un projet qui est lauréat de l'AMI Santé Numérique. Ce projet implique 5 startups qui développeront d'ici 3 ans une plateforme universelle de suivi à distance des patients.
pour nous présenter cette plateforme, est-ce que vous pouvez nous préciser, les startups qui composent ce consortium, qu'est-ce qui est l'originalité de cette plateforme et la même question pour tout le monde, en quoi est-ce que France 2030 favorise et développe et accélère votre projet? Alors, donc tout d'abord, on m'a appelé vendredi soir pour me demander si je pouvais représenter le projet Hôtel Dieu. Donc je me suis préparé rapidement ce week-end, mais c'est surtout, je suis là pour aussi excuser Nicolas Castoldi, qui est vraiment l'investigateur de ce très beau projet Hôtel Dieu, et donc directeur général adjoint de la PHP. Donc je vais faire au mieux pour incarner, je dirais, la parole et les messages que voudrait faire passer Nicolas. Alors le projet Hôtel Dieu Plateforme, c'est quoi? En fait, c'est dans un premier temps le rapprochement de plusieurs acteurs. On va avoir des industriels à travers des startups. On a donc Lifen, Implicity, Nabla, Withings et Nouvéal, qui sont mis autour d'une table pour je dirais, développer une plateforme universelle de suivi du patient, donc dans le monde de la télésurveillance ou du télésuivi. Et ils veulent donc se rapprocher d'acteurs publics qui sont la PHP. Et on a aussi l'université Paris Cité qui nous accompagne dans ce très beau projet. Alors, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à développer ce projet? On se laisse 3 ans pour développer cette plateforme universelle. Pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est parti de constats qui sont en fait des verrous pour les startups aujourd'hui qui souhaitent déployer des plateformes numériques. Premièrement, l'accès au système d'information à travers l'interopérabilité, c'est un projet dans le projet. Pour le coup, c'est très compliqué pour nous startups. On va dire que c'est aussi répondre à la fragmentation des solutions. Aujourd'hui, on a une multitude de solutions dans l'établissement de santé. C'est très compliqué pour le patient, c'est très compliqué pour le professionnel de santé. On va répondre aussi à l'accès à des études cliniques. Pour réaliser une étude clinique, il faut pouvoir promouvoir sa solution à l'établissement de santé. Mais si l'établissement de santé ne souhaite pas promouvoir nos solutions, on ne peut pas faire d'études cliniques. Bon, tout ça, c'est très compliqué. Et je pense qu'il y a aussi un constat très important, c'est que jusqu'à maintenant, on travaille chacun de notre côté, les industriels d'un côté, les professionnels de santé, le médical, le monde médical travaille de son côté. Et l'idée de se rapprocher, je pense qu'il était temps de le faire. D'autant plus, on a des exemples comme Covidom, la plateforme Covidom. Peut-être pas tout le monde ne connaît, mais c'est une plateforme qui a permis de suivre un peu plus de 3,5 millions de patients, surtout en Île-de-France. Et en 2020, en fait, elle a mis de côté tous ces verrous. On est allé beaucoup plus vite que ce qu'on peut faire jusqu'à aujourd'hui parce qu'on s'est tous mis autour de la table pour travailler sur ce beau projet. Donc à quoi ça consiste aujourd'hui les différents, je dirais, représentants et acteurs dans ce projet? C'est, dans un premier temps, on va avoir l'IFUN qui va être là de façon horizontale, qui va permettre d'intermédier tout ce qui est plateforme technique et de simplifier l'intégration d'une plateforme numérique au sein d'un système d'information. On va avoir Nouvéal qui va, lui, faire de l'intermédiation logicielle pour permettre de faciliter l'accès à une plateforme universelle, à la fois avec un seul accès pour le patient et un seul accès pour le professionnel de santé. On va avoir Withings qui intervient à travers ces objets connectés pour remonter des constantes de vie réelle. On va avoir ensuite des verticales. Donc là, on va parler d'Implicity qui fait du suivi en insuffisance cardiaque, et de Nabla qui est en fait du suivi de patients post-urgence gynécologique. Et donc, et tout ça, bien évidemment, accompagné par des acteurs professionnels de santé qui sont, pour nous, très importants pour nous permettre de faire de la recherche, pour nous permettre de nous guider et nous permettre de remplir, je dirais, 2 enjeux forts et importants dans ce projet. Le premier enjeu, c'est rendre la santé plus inclusive à travers un rapprochement public-privé. Et je dirais que le deuxième enjeu, c'est de donner la possibilité, à travers notre plateforme, d'accéder à tout type de pathologie et de permettre de suivre tout type de patient. Il faut savoir que le projet plateforme Hôtel Dieu Plateforme, pour le coup, c'est 30 millions d'euros de budget
dont 17 millions qui sont pris en charge dans le cadre de France 2030 et de l'accompagnement donc de l'État. Et très clairement, vu le montant, sans l'accompagnement de l'État sur ce projet, pour le coup, on ne pourrait pas y répondre et on ne pourrait pas accélérer le déploiement de plateformes numériques qui permettent de suivre les patients à distance. Voilà ce que je peux dire en résumé sur @HôtelDieu, plateforme. Merci. Il y a les top, votre photo, Alexandre, là derrière, ça donne envie. Ouais, alors Hein? je ne savais pas, il a peut-être dû me prévenir. Non, c'est pas. Alors, dernier projet retenu parmi la soixantaine que vous allez pouvoir découvrir dans le dossier d'information de cette première édition là, des lauréats de la SASN. Alors là, on a sur scène le docteur Maximilien Hautemann et le professeur Jean-Christophe Bernard. Vous êtes tous les deux lauréats du projet DIPRU, qui est issu de la catégorie appel à projet évaluation du bénéfice médical et ou économique des dispositifs médico-numériques ou bases d'intelligence artificielle. Le dernier ferme la porte, il faut avoir du souffle. L'évaluation, c'est important, que ce soit pour valider l'intérêt économique ou médical. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors un peu plus que 3 minutes parce que vous êtes deux, DIPRU, qu'est-ce que c'est? DIPRU, comment ça marche et qu'est-ce que ça évolue? Puis même question qu'à vos petits camarades, en quoi est-ce que France 2030, ça a permis d'accélérer le projet? Bien sûr. Donc nous, pour information, on est prêts depuis jeudi soir. Donc on a eu 24 heures de plus pour se préparer. Du coup, DIPRU, c'est l'évaluation médico-économique du dispositif médical Euroconnect, qui est un dispositif médical numérique de télésurveillance pour le suivi périopératoire des patients qui entrent dans un parcours chirurgical en oncologie pour des chirurgies urologiques, donc vessie, prostate ou rein. C'est un projet qui est issu depuis le premier jour du terrain, c'est-à-dire que c'est un consortium entre Résilience, l'entreprise que je représente, et le CHU de Bordeaux, et plus particulièrement le service d'urologie du professeur Bernard. C'est un projet qui est né il y a maintenant 2 ans, et les premiers patients ont été inclus il y a 1 an. On en est aujourd'hui à plus de 300 patients qui ont été inclus dans le projet. Et on a senti l'opportunité arriver justement avec l'appel à projet de la BPI et de France 2030 qui permettait justement de passer à son évaluation médico-économique par l'intermédiaire du projet DIPRU. Et personne n'est mieux placé ici que le professeur Bernard pour le détailler. Merci Maximilien et merci pour l'invitation. Donc effectivement, DIPRU, c'est en fait le projet qui consiste à évaluer en pratique clinique courante et dans les services de chirurgie urologique l'utilisation du Euroconnect que Maximilien vous a présenté juste avant. L'évaluer comment ? Dans le cadre du réseau français de recherche sur le cancer du rein. Alors, dans les précédents pitchs, on a vu que l'accès à la data et avoir une normalisation de la data était vraiment un enjeu. Et nous, on a la chance, par le biais du réseau français de recherche sur le cancer du rein, EuroCCR, qui est labellisé par l'Institut national du cancer, sur 41 centres en France, de partager tous la même base de données et donc d'avoir une normative commune. Et donc l'idée, c'est de déployer Euroconnect sur 11 centres du réseau pour en évaluer l'intérêt à la fois du point de vue quantitatif mais aussi qualitatif dans ce qu'on espère être une amélioration de la coordination du parcours périopératoire des patients qui sont opérés d'une tumeur du rein. Alors, quantitativement, comment ? Parce qu'on a une méthodologie randomisée où on va par exemple évaluer le recours aux soins non programmés des patients. Et on espère que l'utilisation du Euroconnect fasse diminuer le recours aux soins non programmés des patients et donc les dépenses de santé qui y sont afférentes. Mais aussi qualitativement parce que l'outil Euroconnect permet de récupérer, de collecter des PROMS et des PREMS, et c'est-à-dire d'évaluer la qualité de vie des patients, d'évaluer leur satisfaction, d'évaluer leur anxiété péropératoire par exemple, et de pouvoir
reconnecter tout cela avec les caractéristiques plus techniques du soin, de l'indication opératoire, de comment est faite la chirurgie. Tout ce dataset que l'on a dans le cadre de la base de données EuroCCR. Et puis on va aller plus loin aussi avec le projet DIPRU en termes d'évaluation qualitative par le biais d'une collaboration avec des anthropologues de la santé qui vont mener des entretiens semi-directifs à la fois avec les patients mais aussi avec les professionnels de santé. Et ça va nous permettre de mieux caractériser, mieux préciser les déterminants mais aussi les freins au déploiement de ce type de solutions, donc de dispositifs médicaux numériques, de télésurveillance dans la pratique courante de certains services donc de chirurgie urologique en France. Voilà. Donc c'est tout cela que nous permet de faire le soutien de France 2030 et bien évidemment on vous en remercie chaleureusement. Merci, bravo. À vous 5. Vous retournez en salle ? Allez hop. Alors là, j'espère que vous avez passé une super belle journée. Enfin, on a appris plein de choses. Là, il y avait 4 projets, mais vous en avez découvert aussi sur les mini-stands de tout à l'heure. Là, on va clore cette journée avec Bruno Bonnel, qui est le secrétaire général pour l'investissement. Monsieur Bonnel, c'est à vous. On y va. Belle intro. Bonsoir. Je sais que les fins de journée sont longues. Donc, j'avais prévu 2h30, je ferai que 2 heures. Ceci dit, il y a des moments où on a vraiment envie de s'étendre. C'est quand on est dans ma position, donc celle de secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, c'est-à-dire de 54 milliards d'euros dédiés à l'innovation. Quand on couvre autant de sujets qu'en couvre le secrétaire général, c'est-à-dire qu'on passe du quantique à l'exploration des fonds sous-marins, de l'espace à la mathématique fondamentale, de l'énergie verte à la décarbonation des industries lourdes, on se sent extrêmement privilégié. Et quand en plus on est dans cette catégorie qui est un des 5 pôles du SGPI, à savoir la santé, on se sent encore plus privilégié de pouvoir, et on l'a entendu à plusieurs reprises sur scène. On vient de l'entendre tout à l'heure dans l'exposition, souvent à travers vos textos ou vos messages à mes équipes. On se sent encore plus utile, puisque si l'État peut concourir à l'innovation et au développement d'une nouvelle manière de prévenir, de soigner, de prolonger la vie de certaines personnes ou d'en sauver, on se sent encore plus privilégié. Mais au-delà du côté un peu pathos que ça peut avoir, il y a un aspect plus fondamental, c'est qu'on vit une métamorphose. On vit une métamorphose de société, on passe de la société chenille fossile à la société papillon électrique, on passe d'une manière de voir les ressources naturelles différemment, d'une manière de consommer différemment, d'une manière finalement d'habiter notre société fondamentalement différente, parce que ce changement énergétique, qui a été une des grandes ruptures civilisationnelles, quand on est passé de l'artisanat et du commerce à la révolution industrielle, c'était grâce à une nouvelle forme d'énergie, celle qu'on appelle aujourd'hui les énergies fossiles, qui étaient le charbon, le pétrole, le gaz. Et aujourd'hui, nous basculons dans une électrification du monde. Et cette électrification du monde, elle a 2 conséquences. Elle est d'abord une énergie de puissance, comme la précédente, comme celle de la classique énergie thermique. Une puissance qui permet de faire tourner des moteurs, des machines. Et puis, par contre, elle a en plus de cette énergie de puissance, c'est une énergie de la connaissance avec le numérique. Et ça change complètement notre rapport au monde. Ça le change complètement puisqu'on passe d'une civilisation qui sera celle dont on se rappellera comme étant celle de l'énergie fossile et des machines à celle peut-être qu'on décrira comme celle de l'énergie électrique et des robots.
Et cette révolution industrielle, comme j'aime bien l'appeler, elle touche tous les segments de la société. Elle ne touche pas simplement la partie industrielle, elle n'est pas simplement une panique vis-à-vis d'un changement climatique dont il faut absolument s'occuper. Elle est dans toutes les manières quotidiennes de nos habitudes, qu'ils soient personnelles ou professionnelles. Et c'est pour ça qu'il y a une cohérence dans l'action de l'État sur tous ces secteurs. Parce qu'en fait, à ces moments critiques de bouleversement de civilisation, si l'État n'intervient pas pour dérisquer le secteur privé, pour aider les innovateurs, pour soutenir les audaces d'explorer des nouvelles pistes, ben ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ou ça se fait trop lentement et on rate des trains. Donc il est important de comprendre pourquoi France 2030 est au cœur de cette métamorphose. Et je ne doute pas, à titre personnel, qu'après France 2030, ça ne sera probablement pas moi, mais qu'il y ait un 2040, un 2050. Parce que l'effort de l'État dans cette mutation, dans cette métamorphose, est absolument essentiel. Et quand j'entendais avec beaucoup de sensibilité, les gens qui disaient merci, si vous n'aviez pas été là pour apporter le complément qui permet justement de passer à l'échelle, ça ne fonctionnerait pas. Alors, je pense que quand on fête cet anniversaire, là, de cette année de ce qu'on appelle le numérique en santé, on est juste sur ce sont juste les premières marches d'un long chemin. Un long chemin qui verra une transformation radicale de la manière dont on va appréhender le soin médical. Alors, on peut la qualifier techniquement, on l'a entendu beaucoup. On peut dire que finalement, la donnée est au cœur de la machine, le traitement, l'intelligence artificielle. On peut utiliser un vocabulaire finalement très technique, mais derrière ça, il ne faut pas oublier qu'on est dans la manipulation, on est dans la gestion de douleurs, on est dans la gestion de problèmes complexes, de maladies, d'êtres humains. Donc n'oublions jamais que la technologie ne doit être finalement qu'un prétexte à gagner du temps pour s'occuper encore plus des patients. Il faut toujours garder ça en tête, parce qu'on a souvent la tendance à vouloir ramener, je l'ai déjà entendu, parce que j'ai été chef d'entreprise pendant 40 ans, donc je comprends très bien le réflexe des jeunes start-upers et des jeunes chefs d'entreprise qui souvent cherchent à expliquer qu'ils ont une valeur économique dans leur démarche. Certes, ils en ont une. S'il n'y a pas de manière de gagner de l'argent et de développer une activité, on perd des degrés de liberté. Mais là, on est aussi dans une gestion de l'être humain qui me paraît important à rappeler en conclusion de cette journée. Santé et numérique, ça ne veut pas dire qu'on va simplement réduire la santé à un aspect soit technologique, soit économique. Il faut garder un aspect, à mon avis, d'humanité. Il me semble essentiel que les gens qui participent à cette évolution le gardent au fond de la tête et ne se retrouvent pas dans des situations où finalement on réduit l'être humain à l'homo sapiens numéris en s'intéressant juste à la partie numérique qu'il peut représenter, la partie finalement qu'on peut gérer, d'où toutes les angoisses d'ailleurs qu'on peut avoir sur l'éthique de gestion des données, sur la réflexion à savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qu'on peut donner à la science, qu'est-ce qu'on doit vendre à des sociétés privées. Donc toutes ces réflexions, attention, derrière tout ça, il y a toujours un être humain. Alors, pour la conclusion de cette journée, je ne vais pas rappeler ce que vous avez entendu probablement plusieurs fois aujourd'hui, tous les efforts de l'État, que ce soit la vague 1 et 2 de compétences et métiers d'avenir. On l'a dit, la formation est essentielle. Elle est essentielle pour une raison claire, c'est que on peut mettre autant de milliards qu'on veut sur la table si on n'a pas les formations de femmes et d'hommes qui vont demain être capables d'utiliser toutes ces formations à bon escient, pas capables d'accélérer justement cette transition, cette transformation dont je vous parlais. Ce sera des efforts relativement vains. C'est quand même important de savoir que, je le rappelle, on a augmenté le budget formation aux usages numériques en santé de près de 50 millions d'euros, et c'est un effort très important, probablement pas encore suffisant, on en fera encore plus, il y aura d'autres annonces dans les mêmes directions. Je pense aussi qu'il est bon de rappeler toutes les... Vous en avez rappelé un d'eux,
les lauréats de l'appel à projet évaluation du bénéfice médical et ou économique des dispositifs médicaux numériques ou à base d'intelligence artificielle. Je l'ai dit plus vite que vous, mais parce que j'ai l'habitude. C'est important de voir qu'effectivement, on cherche. Et quand je dis on cherche, ça veut dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, ça veut dire que si on fait plus d'appels à manifestation d'intérêt que d'appels à projet aujourd'hui, parce qu'on essaye d'identifier des besoins, c'est la logique de France 2030, et qu'on fait appel à l'équipe de France 2030 que vous êtes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé numérique, pour nous proposer justement des solutions. Et de moins contraindre comme un plan traditionnel où il y aurait quelques sachants qui ont décidé d'une façon descendante ce qu'il fallait faire et sur quoi il fallait investir, mais au contraire de partager des problématiques plus globales, des réflexions plus globales, et de compter sur le territoire, de compter sur les individus, de compter sur des structures, qu'elles soient petites, grosses, qu'elles soient en consortium, de compter sur ce talent collectif pour voir émerger des nouvelles idées d'innovation. Et ça, c'est vraiment le message très important que je voulais faire passer ce soir sur France 2030. France 2030, ce n'est pas un plan traditionnel, c'est plutôt mobilisation des différentes communautés d'innovation dans tous les domaines, sur des objectifs communs, mais avec des approches et des solutions qui peuvent être radicalement différentes. Et je crois que vous verrez, au fur et à mesure de l'évolution de France 2030 dans les toutes prochaines années, eh bien, de plus en plus d'appels à manifestation d'intérêt, ou même d'autres idées, presque des défis, ou presque des concours, pour provoquer justement des étincelles d'innovation dans les communautés respectives, et pas avoir ce sentiment que de toute façon, tout ça a été décidé quelque part, normé quelque part, et redescend sur le territoire. Toujours dans la continuité de l'aide, cette fois-ci, aux entreprises et aux TPE et aux PME, j'aimerais quand même vous donner un sentiment, j'aimerais partager avec vous un sentiment sur lequel nous nous battons pied à pied tous les jours à France 2030 et avec l'ensemble du gouvernement, qui sont la difficulté qu'on a à élever une jeune pousse et le regret qu'on a à la voir partir quand elle cède aux sirènes américaines. Je dis américaines en raccourci, les sirènes peuvent être américaines, elles peuvent être asiatiques, elles peuvent être indiennes demain. Si je partage ceci avec vous, c'est pour vous expliquer que dans la mobilisation de France 2030, et avec les moyens dont dispose notre pays, qui sont importants mais qui ne peuvent pas être, par essence, comparables à des moyens continentaux que peuvent être les États-Unis ou la Chine, il y a une volonté réelle d'expliquer l'importance dans le bouleversement géopolitique que nous vivons, parce qu'à côté de cette métamorphose de société, nous vivons également des chocs géopolitiques majeurs dont l'actualité vous abreuve abondamment, donc je ne vais pas commenter ici. La notion de souveraineté va devenir très importante. La notion de souveraineté, c'est-à-dire d'arriver à maîtriser son destin en tant que nation, et en tant que nation, la santé, quelque chose qui devient essentiel dans les demandes sociétales courantes, surtout après les angoisses terribles qu'ont pu générer notamment les crises autour de la Covid. Je pense qu'il est important de redonner, à chaque fois qu'on en a l'occasion publiquement, redonner un sens de la souveraineté médicale en France et de sortir justement du schéma un peu caricatural de dire la France ne sait qu'élever des toutes jeunes pousses pour les voir mieux partir dans des consortiums américains ou dans des sociétés qui vont finalement se contenter de regarder ce que nous avons pu financer pendant un certain temps et qui est vite oublié. Encore une fois, pour avoir été très longtemps chef d'entreprise, je pense qu'il est important que chaque chef d'entreprise se sente responsable pour une partie de cette souveraineté nationale. Ce n'est pas juste à l'État de dire « je veux être le garant de la souveraineté et de la protéger ». Je tenais absolument à vous donner ce message ce soir également pour vous expliquer que l'effort considérable de l'État, qui pour une fois vous est confié, ce n'est pas un effort, comme j'ai dit tout à l'heure, de planification où on allouerait des budgets considérables sur des rails prédestinés en disant ou vous faites ça ou vous ne faites pas partie du jeu. Mais au contraire de dire nous avons des objectifs communs et en fonction de ces objectifs communs, venez participer avec vos forces d'imagination et d'innovation, venez participer à trouver des solutions. Et dans le domaine là, plus spécifiquement, de la santé et du numérique. Cet effort doit être aussi une responsabilisation de chacun dans son arbitrage personnel
de savoir qu'est-ce que je vais faire demain de ma société. Moi, j'ai aucun problème avec une personne qui dit, avec mon argent, je développe une société et j'en ferai ce que j'en veux. J'ai plus de problèmes avec des groupes de travail qui disent, je veux demander 50% ou 60% de l'effort d'investissement de mon projet d'innovation, mais une fois que je les ai obtenus de l'État, tiens, c'est pas mal, je vais aller valoriser tout ça sur un autre territoire, parce que de toute façon, la France n'est plus au niveau de la bonne table de poker pour arriver à faire le tour de table. Moi, je veux relever ce défi. Nous pouvons faire des tours de table. Nous pouvons être à la table de poker. Donc pour ceux qui seraient dans cette situation-là demain, ce que je vous souhaite, ça veut dire que des sociétés auraient gagné un certain succès dans leur développement, eh bien, il faut qu'elles aient d'abord un réflexe de dire « je dois trouver une solution qui garantisse la souveraineté au minimum européenne, et tant mieux si ce sont des solutions françaises ». Donc je crois que c'était de mon devoir et de ma mission de vous expliquer un petit peu la philosophie dans laquelle l'équipe de France 2030 doit travailler. Un travail d'équipe, de la naissance d'une entreprise, de la naissance d'une idée, avec des concours, avec des volontés de vraiment d'aider les gens qui sont au tout décollage de leurs idées, jusqu'à ce que nous espérons tous être une réussite internationale de grands projets. Et j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure qui méritent en tout cas un grand coup de chapeau par rapport aux idées et par rapport aux directions qu'ils prennent dans ce domaine de la santé et du numérique. Et puis, je voudrais aussi vous dire, pour avoir toute ma vie travaillé dans le numérique, puis la télécommunication, puis la robotique, j'ai tout à fait conscience que ça va bousculer des choses. Quand je dis ça va bousculer des choses, c'est que j'ai tout à fait conscience qu'il y a des métiers qui se remettent en question à travers toutes ces utilisations du numérique, et notamment la santé. J'ai entendu au moins 3 fois sur les 7 ou 8 spots tout à l'heure que j'ai visités dans le mini-salon, 3 fois, vous savez, il faut surtout faire attention à la patientèle, à la clientèle, finalement au business model des médecins. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter votre marche en avant. Ça veut dire qu'au contraire, faire attention à eux, c'est donner une chance à l'évolution de leur métier. C'est les laisser dans la compétition de demain. Ce n'est pas les laisser dans un modèle de déni des évolutions qu'il y a sur la planète entière. Moi, ce qui me semblerait le pire qui pourrait arriver, c'est au nom de cette préservation, eh bien, on prenne du retard, alors que l'objectif de France 2030, c'est de mettre les gens en avance. Donc, sur ce point-là, je dirais qu'évidemment, pour moi, deux mots-clés, le dialogue, et vraiment arriver à convaincre par le dialogue, et je pense qu'on va y arriver. Ça a été un travail, à mon avis, important du gouvernement, d'essayer de faire passer ces messages à toutes les échelles de formation des professions médicales. Et puis, la participation, c'est-à-dire les embarquer avec vous dans ces projets formidables que vous développez. Donc finalement, en conclusion, si je voulais résumer, je pense qu'on dit aujourd'hui le numérique en santé parce que ça paraît un peu nouveau de faire intervenir toutes ces technologies dans le domaine médical. Mais c'est aussi finalement nier l'avenir, parce qu'on aurait pu dire il y a quelques années, oulala, on va utiliser les machines et la santé. En disant, oui, il y a des machines maintenant qui vont nous apprendre à regarder l'intérieur de l'être humain, ou il y a des machines qui vont nous servir à faire des manipulations particulières en orthopédie ou que sais-je. La réalité, c'est que le domaine de la santé va absorber le numérique, va l'absorber d'une façon naturelle. Vous n'êtes que les pionniers, en fait. C'est pour ça que nous soutenons aussi, de façon aussi déterminée, cette médecine numérique. Vous n'êtes que les pionniers d'une nouvelle forme de médecine. Une forme de médecine qui sera évidemment plus préventive, qui, j'espère, sera plus collaborative, qui, j'espère également, permettra de soigner en anticipation aussi des gens dans des grandes précarités demain, parce qu'on pourra anticiper des crises sur certains pays. Donc finalement, le numérique en santé, c'est une évidence. Je veux vous dire que France 2030 sera toujours là pour le soutenir. Je vous remercie. Eh bien, merci, Monsieur Bonnel. Alors, on se fait une petite vidéo ou pas On peut ou pas l'envoyer? Ça serait bien quand même, parce que il y a quand même, on n'a pas eu le temps de vous la passer tout à l'heure. C'est Genius. Genius, c'est génial et ça simplifie
l'avis de tous les entrepreneurs du numérique en santé. Donc si on peut envoyer la vidéo de Genius avant de se dire, enfin au revoir, c'est un petit au revoir, hein, mais la régie, c'est bon? Impeccable. Ah bah super, on l'a passé, on l'a passé. Ah, je suis triste de vous quitter là, c'était bien cette journée. Merci à vous pour cette première édition là, des lauréats SASN. On vous attend tous au niveau 1, voilà, pour que autour d'un verre de l'amitié, on puisse se dire au revoir. Promis, il y en a qui m'ont demandé s'il y avait de la choucroute, mais je crois pas, parce qu'en plus c'est pas la région. Je sais pas pourquoi, il y en a qui m'ont demandé de la choucroute. Allez savoir pourquoi. Donc on vous donne rendez-vous à l'espace numéro 1, à l'espace client, pardon, au premier étage. La stratégie d'accélération numérique continue. Donc si vous n'avez pas été retenu cette année, continuez, candidatez. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à toutes et tous. Au revoir.